Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 12 livres pour 2026. Je les ai tous notés dans mon beau carnet. Je les ai choisis en fonction de si c'est des reliques, si c'est des livres que j'ai moyennement envie de lire. Enfin, en tout cas, je vais pas aller vers eux directement. D'autres qui me font très envie. Enfin bref, vous allez voir tout ça. J'ai écrit les 12 titres sur des bouts de papier et je vais laisser le hasard choisir. J'ai tout mis dans cette jolie boîte et j'ai déjà fait le tirage au sort pour janvier. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et puis on va commencer tout de suite avec le premier titre que vous avez déjà vu beaucoup de fois sur cette chaîne. J'ai donc décidé de mettre Educated de Tara Westover, une biographie de l'autrice sur sa vie, parce qu'elle est née dans une famille américaine qui était un peu survivaliste, mormone, enfin je sais pas trop encore. J'ai déjà essayé de le lire plusieurs fois, j'ai pas réussi parce que c'était un peu complexe, etc. etc. C'est un livre qui me fait très peur, parce que j'ai vraiment peur de pas bien comprendre, vu les échecs entre gros guillemets que j'ai eu en essayant de le lire à chaque fois. Mais vraiment j'en ai marre qu'il soit dans ma pile à lire, ça fait des années qu'il dort dans mes bibliothèques, je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Je sais pas si je l'avais écrit quelque part. Je sais même plus où je l'ai acheté. Ça veut dire beaucoup sur le fait que ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Je vais essayer de vous faire un petit résumé rapide parce que du coup, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il est en anglais. Il a été traduit sous le titre Une éducation, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai la couverture quelque part à l'écran. Pour vous faire un rapide résumé, peut-être un peu plus fourni que ce que je viens de vous dire, Tara Westover et sa famille ont grandi en se préparant pour la fin des jours, avec fin avec un F majuscule et jour avec un J majuscule, mais selon le gouvernement, elle n'existe pas. Elle n'a jamais été enregistrée à sa naissance. Elle n'apparaît sur aucun registre d'école, tout simplement parce qu'elle n'a jamais mis un pied dans une salle de classe, et elle n'a aucun historique médical parce que son père ne croyait pas dans les hôpitaux. Plus elle grandissait, plus le père de Tara Westover devenait de plus en plus radical et son frère de plus en plus violent. À ses 16 ans, Tara a su qu'elle allait devoir quitter la maison. En prenant cette décision, elle a découvert à la fois le pouvoir de l'éducation, à quel point ça pouvait être transformateur, et le prix à payer pour ça. J'ai eu des très bons retours et vraiment moi ça me donne très envie ce côté que l'éducation a pu avoir, enfin la façon dont elle a grandi et la façon dont elle s'est construite par la suite. Et j'ai eu des bons retours, notamment de... Ah, je suis désolée, j'ai oublié ton prénom ou ton pseudo. Je l'écrirai à l'écran. Laurie is reading. Ah, je sais plus, je suis vraiment désolée. Je sais que cette personne l'a lu et a beaucoup aimé, donc voilà, c'est le premier titre et je vais avancer plus vite pour les prochains. Ensuite, un titre que j'ai envie de lire et on est plusieurs à vouloir le lire, ce serait une lecture commune. Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, un roman qui m'a été gentiment donné par Riddler, qu'il a détesté. Ça a été un abandon pour elle. Ici, on est en Écosse au 17e siècle, pardon. Corag est une jeune fille accusée de sorcellerie et elle attend le bûcher. Voilà, sympa déjà l'ambiance. Dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Depuis sa geôle, la voix de Corag s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les Highlands enneigées, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface, et du coin de sa cellule émane une lumière, une grâce qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. C'est un récit qui a été beaucoup plébiscité, je sais même pas quand est-ce que ça a été publié, mais c'est un peu un classique, j'ai l'impression, de l'autrice du moins. Ça a été paru pour la première fois aux éditions Plomb en 2010, donc ça fait vraiment un moment. Ah, le titre original c'est Corag. Je le prononce probablement très mal puisque c'est un prénom écossais. Mais écoutez, moi ça m'intrigue beaucoup, donc vraiment j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Et on repart avec de la non-fiction, avec un auteur dont je vous ai bassiné les oreilles, Olivier Manoni, et ici c'est Coulées brunes, comment le fascisme inonde notre langue. Et je vous avais bassiné avec Traduire Hitler, et du coup j'ai envie de réitérer avec cet auteur que j'ai beaucoup aimé. Olivier Manoni, c'est un traducteur spécialiste du Troisième Reich, un traducteur littéraire. J'ai pas spécialement envie de vous faire de résumé, tout simplement parce que le titre et le sous-titre surtout est très évocateur. Donc voilà, on va parler de fascisme et de langage. Voilà,
ça va être fun. Les deux prochains, c'est des cadeaux et le premier que je vous présente, c'est un titre que j'ai vu sur la chaîne de Misère Pourpre et qui m'a donné énormément envie, qui m'a été offert par Cécilia. C'est La laveuse de mort de Sarah Omar. Ici, c'est un roman traduit du danois par Masha Dati et je crois que je vous ai pas dit qui a traduit. Ah si, Suzanne Fletcher, je vous ai pas dit qui a été le traducteur ou traductrice. Ah, bah vous voyez que j'avais essayé un peu de le lire, mais j'avais rien compris, donc je relirai tout ça. Est-ce que je vois la personne qui a traduit? Ah oui, c'est traduit par Suzanne V. Mayou. Voilà, traduit de l'anglais. Donc, pour La laveuse de mort, c'est un roman, je pense, qui va me faire chialer. Voilà, c'était offert par Cécilia. J'ai gardé son petit mot. Ici, on est au Kurdistan en 1986. Lorsque la frêle Fremske vient au monde, elle n'est pas la bienvenue aux yeux de son père, ce n'est qu'une fille. Sympa l'ambiance. De plus, son crâne chauve de nourrisson porte une petite tache de cheveux blancs. Est-ce un signe d'Allah? Est-elle bénie ou maudite? La mère de Fremske, je vais pas y arriver, craint pour la vie de l'enfant. Quand son mari menace de l'enterrer vivante, elle ne voit d'autre solution que de la confier à ses propres parents, Gawar et Darwesh. C'est des prénoms kurdes, du coup je pense très mal les prononcer. Bref, Gawar est laveuse de mort. Elle s'occupe du corps des femmes que personne ne réclame, ne veut toucher ni enterrer, des femmes assassinées dans le déshonneur et la honte. Ancien colonel, Darwesh possède une riche bibliothèque qui va bien au-delà du Coran, dont son épouse a fait son unique lecture. Mais ce foyer bienveillant ne parviendra qu'un temps à protéger Fremske, qui va devoir grandir dans un pays frappé par la guerre, le génocide et la haine. Et Sarah Omar, on nous dit qu'elle est née au Kurdistan en 1986 et elle vit depuis la fin des années 90 au Danemark où elle a trouvé refuge. C'est une diplômée en sciences politiques. Voilà, voilà. Donc ça a l'air très bien, même si c'est un livre à chialade, c'est sûr et certain que je vais pleurer. Je vais vraiment pas réussir à parler, mais comme la semaine dernière, il est encore plus tard que la dernière fois que j'ai filmé, il est 22h50. Voilà. D'où encore une fois la lumière douteuse. Mais écoutez, on fait comme on peut. Bref, je vais chialer probablement, mais j'ai hâte aussi en vrai. Et l'autre cadeau, c'est un cadeau de ma belle-sœur, c'est Ce que je sais de toi de Éric Chacour, ici aux éditions Alto, puisque c'est un auteur québécois. Enfin, ses parents sont égyptiens, mais lui, il est né au Québec, si je dis pas de bêtises. Attendez, je crois qu'il y avait un truc sur l'auteur. Oui, voilà. Il est né à Montréal de parents égyptiens, c'est ça. Donc c'est un cadeau que ma belle-sœur m'a fait quand mon frère est venu avec elle en France il y a 1 an et demi, 2 ans, peut-être 1 an et demi, ouais. Donc je l'ai toujours pas lu, il faudrait que je le fasse, il est très court et en plus l'audio est dispo j'allais dire Nextory, c'est pas ça, c'est Spotify. Je vais vous lire le résumé parce que, encore une fois, je m'en souviens plus. Je sais juste que c'est, il me semble, une histoire homosexuelle entre deux hommes au Caire, enfin en Égypte. Dans le Caire des années 1980, un jeune médecin suit un destin tracé pour lui. Entre son dispensaire et le prestigieux cabinet hérité de son père, Tarek n'a que peu de place pour se poser des questions. Mais la rencontre d'un être que tout semble éloigné de lui ébranlera son mariage, sa carrière et ses certitudes, ne lui laissant plus d'autre choix que l'exil. Dans la communauté lévantine d'Égypte aux hivers montréalais, du règne de Nasser jusqu'à l'aube des années 2000, Tarek fuit, erre et se souvient. Mais sait-il qu'à plusieurs milliers de kilomètres, quelqu'un raccommode les lambeaux de son histoire et tente de remonter, chapitre après chapitre, le cours de sa vie. Je ne sais pas ce que c'est la communauté lévantine ou levantine d'Égypte. Je ferai mes recherches parce que du coup je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Mais je crois qu'il y a pas mal de personnes dont je regarde des vidéos qui l'ont lu et qui ont beaucoup aimé, notamment Marion de la chaîne Snodza. Je crois qu'elle l'a lu et qu'elle a plutôt bien aimé. Bref, voilà. Encore un livre à chialade, je crois. Enfin, c'est fort probable, comme beaucoup dans ma bibliothèque finalement. Ensuite, on part sur un classique. Il s'agit de Les liaisons dangereuses de je vais pas y arriver. Chauderlot de Laclos. Ici, je l'ai aux éditions Le Livre de Poche, édition de Michel Delon. C'est un classique que je n'ai absolument jamais lu ni étudié en cours. Enfin, j'ai même pas lu aucun extrait en fait. Et ça me donne envie parce que j'ai l'impression que c'est un peu un Gossip Girl épistolaire. Parce que ici on va suivre le comte de Gercourt et la marquise de Merteuil et je crois qu'ils vont essayer... Ah non, j'ai dit des bêtises, c'est une correspondance entre la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont et ils vont essayer de pervertir Cécile de Volanges qui quitte le couvent et ils vont essayer de faire en sorte que Cécile tombe amoureuse du vicomte de Valmont et voilà.
ça a l'air vraiment Dramatique. comme on le pense dans un classique. Voilà, ça me donne très envie. Ensuite, encore un cadeau, mais cette fois de la part de Lucie. Un long, si long après-midi de Inga Vesper aux éditions Point. Et c'est qui a traduit? C'est traduit de l'anglais par Thomas Leclerc. Dans cette histoire, on est en 1959 en Californie. On va suivre Joyce, c'est une femme blanche, femme au foyer, bourgeoise, riche. Et en parallèle, on suit Ruby, qui est la femme de ménage de Joyce. C'est une jeune fille noire et pauvre. Et en 1959, c'est le début des bouleversements et des luttes pour l'égalité des femmes et des Afro-Américains. Donc on va être dans toutes ces années-là entre ces deux femmes qui vont peut-être se lier d'amitié, je sais pas. C'est pas dit, mais j'aurais un peu envie en vrai. Et c'est écrit que Inga Vesper, c'est son premier roman. Donc voilà, j'ai entendu beaucoup de bien. Oh, je vois du sang, peut-être qu'il y a un meurtre. Ah, à voir, ça m'intrigue fortement. Ensuite, j'ai noté un roman japonais parce que j'ai pas réussi à choisir entre deux, donc je verrai quand je vais tirer le papier lequel me donne le plus envie, parce que j'ai mis La formule préférée du professeur de Yoko Ogawa. Ici, c'est un roman traduit du japonais par Rose-Marie Makino Fayol. Ici, on est avec une aide ménagère qui est embauchée par un ancien mathématicien, un homme d'une soixantaine d'années dont la carrière a été brutalement interrompue par un accident de voiture, catastrophe qui a réduit l'autonomie de sa mémoire à 80 minutes. Chaque matin, en arrivant chez lui, la jeune femme doit de nouveau se présenter. Le professeur oublie son existence d'un jour à l'autre, mais c'est avec beaucoup de patience, de gentillesse et d'attention qu'elle gagne sa confiance et, à sa demande, lui présente son fils âgé de 10 ans. Commence alors entre eux une magnifique relation. Le petit garçon et sa mère vont non seulement partager avec le vieil amnésique sa passion pour le baseball, mais aussi et surtout appréhender la magie des chiffres, comprendre le véritable enjeu des mathématiques et découvrir la formule préférée du professeur. Vous savez très bien que j'adore les personnes âgées dans les romans, je trouve que c'est toujours des personnages très intéressant, c'est très pauvre comme vocabulaire, mais vous m'en voudrez pas. Voilà, j'aime beaucoup les personnages, les personnes âgées dans les livres, et là aussi je pense que c'est un potentiel roman à chialade. Et le deuxième qui est en compétition, c'est La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi. Encore un cadeau. Encore un cadeau de Cécilia. Merci encore Cécilia, merci Lucie, merci pour tous ces cadeaux, je suis trop contente. Ici, on est, j'ai l'impression, plus dans un roman contemplatif. Ça a été traduit par Elisabeth Suetsugu. J'espère que je prononce bien son nom de famille, pas sûr. Et ici, j'ai aucune idée de quoi on parle. Dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté paisible, bien loin de Tokyo, une femme en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même et passe des jours heureux d'une grande douceur. En compagnie de son chat, elle fera durant 12 mois l'apprentissage des 24 saisons d'une année japonaise. À la manière d'un jardinier, observant scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier par le vent, préparer des confitures de fraises des bois, compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt, attentive aux présences invisibles, et regarde la neige danser. 24 saisons, c'est le temps qu'il faut pour une renaissance, pour laisser se déployer un sensuel amour de la vie. Vraiment, 2 salles, 2 ambiances, mais ça a l'air vraiment très très bien. Donc voilà, j'ai pas réussi à me choisir, donc j'en ai mis 2, et j'ai mis ça sous roman japonais. C'est la même chose pour les prochains, puisque je souhaite lire un Agatha Christie, et j'en ai 2 dans la pile à lire que je n'ai pas lu. Le premier, c'est Némésis, et le deuxième, c'est Les travaux d'Hercule. Je l'ai pris parce que c'était des amis de mes parents qui vidaient un peu leur bibliothèque, et notamment du Agatha Christie. Et celle-ci, je l'ai pris parce que c'est Miss Marple, et je n'ai jamais lu d'enquête de Miss Marple. Pour tout vous dire, je ne sais absolument pas de quoi ça va parler, juste j'aimais bien le titre. Voilà, Némésis, je trouve que c'est un mot très joli de la langue française, bref. Miss Marple est une vieille dame surprenante de perspicacité, c'est entendu, mais tout de même. Voilà qu'on la charge d'entreprendre une enquête sur un certain crime. Un certain crime, mais quel crime? Comment? Pourquoi? Où? Mystère. Aucune précision. Un certain crime, point final. C'est un peu mince pour agir, même lorsqu'on s'appelle Miss Marple. Alors, mystification? Non, certainement pas. Miss Marple sait bien que cette incroyable mission en forme de jeu de piste ne lui a pas été proposée par un plaisantin. Mais pourquoi cette mise en scène? L'affaire est-elle si délicate pour justifier de telles précautions? Peut-être. Tout cela est pourtant bien étrange. Donc ça nous dit absolument rien
sur ce que ça va être. Mais écoutez, ça a l'air sympa. Et les travaux d'Hercule, bah forcément en référence aux 12 travaux d'Hercule, mais bon bref. Donc on est ici avec Hercule Poirot. Hercule, le héros grec, avait accompli 12 travaux. En voici une demi-douzaine, les autres étant réunis sous le titre Les écuries d'Augias, ou d'Augia. Cependant, ce n'est pas du héros grec qu'il s'agit, tout bonnement d'Hercule Poirot, un dieu grec pour ma part. Le célèbre détective belge est loin d'avoir le physique avantageux du fils de Zeus. C'est méchant. Mais il possède de petites cellules grises en assez bon état pour résoudre avec son incomparable brio ces 12 énigmes particulièrement ardues. Avec le lion de Némée, il se retrouve aux prises avec un redoutable gang londonien ravisseur de Pékinois. Dans l'hydre de Lerne, il est face au monstre le plus redoutable qu'il soit, la calomnie. Cette calomnie-là susurre que le docteur Oldfield a assassiné sa femme pour épouser sa garde-malade. De quoi envoyer à la potence un homme et une jeune fille. 6 nouvelles, 6 mystères brillamment élucidés. Ah oui, c'est vrai, c'était des nouvelles. Franchement, les deux ont l'air trop bien. Du coup, c'est aux éditions Club des Masques. Est-ce que je vois qui a traduit? Alors, Némésis, ça a été traduit par Jean-André Rey. Et Les Travaux d'Hercule, ça a été traduit par Monique Thiers ou Thiès. Je ne sais pas. Voilà, franchement, c'est une trop bonne sélection, j'adore. Le prochain, c'est une duologie que je m'étais offert pour mon anniversaire et que je n'ai toujours pas lu. C'est Lady Pirate et ce premier tome, c'est Les Valets du Roi par Mireille Calmel. Et en vrai, pour celle-ci, j'ai pas envie de savoir le résumé. Je sais que ça part d'une femme pirate qui s'appelle Mary Jane. Et puis c'est tout. J'ai vraiment pas envie d'en savoir plus parce que c'est une duologie et que ça a l'air vraiment très bien. Ici, ça fait 400... Attendez, un peu plus de 430 pages. Je vais y arriver. Ouais, 440. Et voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Cette couverture me donne grave envie. Et c'est tout. Moi, il m'en faut pas beaucoup. Vous savez que j'ai un point faible pour la piraterie. Et notamment la piraterie, les grands bâtiments, les grands navires, etc. Et là, d'autant plus une femme pirate. Évidemment. Ensuite, on part sur ma maison d'édition préférée, avec Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet, aux éditions Hurlevent. C'est un roman que j'ai déjà commencé, et vraiment bien commencé. J'ai lu 272 pages. Sauf que je l'ai abandonné, enfin je l'ai pas abandonné, mais il est en pause depuis bien trop longtemps. Et je me souviens pas de tout, parce que je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de personnages, il y a pas mal de points de vue. Donc je vais peut-être reprendre un peu, lire en diagonale le début et lire la suite parce que c'est un bébé qui fait 700 et quelques pages, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 711, 712 pages. Donc voilà, les 272 pages que j'ai lues, je me souviens pas de ouf. Donc en vrai, je pense que je vais le faire relire en diagonale. Et pour vous parler un peu de ce qui se passe, on est en 1793 à Paris. Une jeune femme pieuse, un homme d'église tourmenté, un comte déterminé, une courtisane effrontée, un républicain vindicatif, tous se retrouvent liés et emportés dans le tumulte de la Révolution française. Peu à peu, le sol français s'abreuve du sang de ses citoyens, les aspirations personnelles se dévoilent et les complots se fomentent. Qui croire dans cette impitoyable course au pouvoir? Ça donne trop envie. Franchement, bravo pour les résumés à chaque fois, ils donnent trop envie. Et le dernier, je vous laisse avec la petite vidéo que j'ai prise au moment où j'ai tiré au sort. Et on se retrouve juste après. J'ai pioché Cher connard de Virginie Despentes. C'est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment. Ça m'avait été offert pour mon anniversaire ou un Noël, je sais plus. Et ça fait un petit moment. Donc j'ai bien évidemment enlevé la jaquette quand je l'ai emmené au travail parce que j'avais pas forcément envie que les gens voient un énorme Cher connard sur la couverture. Ça aurait pas été incroyable. Et malheureusement, je dois vous dire que c'est un abandon. Parce que je suis arrivée à la page 195 sur un roman qui en fait
345 et j'en ai marre. Vraiment, ça n'avance pas. Je trouve que ça mouline, ça patine et honnêtement, je trouve les personnages beaucoup trop caricaturaux. Pour vous parler un peu de l'histoire, ici, on est sur un roman épistolaire entre Rebecca et Oscar. Rebecca, c'est une actrice qui était très canon, enfin, tous les mecs ont flashé sur elle, etc. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle a entre 40 et 50 ans. En tout cas, elle est un peu périmée, entre gros guillemets, dans le milieu du cinéma. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et en gros, elle va répondre à un mec qui l'a insultée sur Internet en disant que, je sais plus si elle était moche ou... Enfin bref, je sais plus exactement, mais en tout cas, il l'a insulté gratos sur Internet. Et ce mec, c'est Oscar, qui est un écrivain et qui vient de se prendre un énorme MeToo dans la gueule. Et voilà, il fait face aux conséquences de tout ça. Et le troisième personnage, c'est Zoé, qui est du coup la jeune fille qui accuse Oscar et qui est une féministe qui a un blog ou en tout cas un compte Insta. Enfin, je crois qu'elle a un blog, je crois qu'ils disent un blog. Mais en tout cas, elle a une présence sur Internet et du coup, c'est comme ça que son accusation a pu prendre de l'ampleur et a pu être visible parce que, ben voilà, elle a ruiné sa réputation, comme on entend souvent. Et je trouve que les personnages sont beaucoup trop caricaturaux, vraiment. Ce mec, c'est un énorme ouin-ouin qui ne sait pas se remettre en question, qui remet la faute sur cette meuf-là. À un moment donné, on part sur ses addictions à la drogue, et puis là, on est sur le Covid. Bon, après, je crois que ça a été publié genre en 2021, quelque chose comme ça, donc on était effectivement post-Covid. Ouais, édition 2022. Mais j'ai pas trop kiffé et il y a une espèce d'amitié qui se crée entre Rebecca et Oscar alors que Oscar a insulté Rebecca. Je comprends pas trop. Je l'ai écouté un petit peu en audio et en fait la voix de Rebecca c'est Béatrice Dalle et en fait je trouve que Béatrice Dalle c'est vraiment Rebecca ou Rebecca est vraiment Béatrice Dalle. Enfin les deux se confondent un petit peu et malheureusement je trouve que la qualité de narration de Béatrice Dalle est pas incroyable. Parfois, elle oublie des phrases, elle ne lit pas correctement les phrases et ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Et les deux autres acteurs sont mieux, je trouve. J'arrive pas à accrocher vraiment. Oscar et Rebecca me saoulent profondément. Je trouve que vraiment, je comprends pas l'intérêt. Et c'est dénoncé, mais en même temps, on reste un peu ami-ami avec ce gars qui a fait de la merde. Je comprends pas. Et c'est mon premier Virginie Despentes, j'en ai entendu beaucoup de bien, je sais que c'est assez cru, alors, c'est quand même un langage assez cru et c'est un peu des punchs dans la gueule, mais moi je m'y attendais quand même, donc ça m'a pas trop dérangé. Mais voilà, j'ai jamais lu Virginie Despentes, on m'en avait dit plus ou moins du bien, et c'est un roman qui me faisait un peu peur, enfin surtout une autrice qui me faisait peur. Mais là, je vous avoue que je peux pas les encadrer. Rebecca et Oscar, ils me saoulent de fou. En fait, je vois pas où elle veut en venir avec cette histoire, l'autrice. Parce que si c'était pour dénoncer le- tous ces agissements de ces gros dégueux là, pourquoi pas. Mais je vois pas la dénonciation. Ou en tout cas, peut-être que je la comprends pas. Mais vraiment, pour moi, les persos, ça va pas. Enfin, vraiment, c'est caricatural et j'apprécie pas en fait. Je passe pas un bon moment, donc je préfère abandonner. Je me dis que je me suis quand même... Ouais, j'ai dépassé un petit peu plus de la moitié, donc je pense que c'est quand même pas trop mal pour me faire une idée. Malheureusement, voilà, ça ne l'a pas fait. Bref, vous avez compris à peu près mon avis sur ce roman et on va passer tout de suite au tirage au sort pour février. Peut-être que j'aurai le temps de le lire un peu avant en janvier parce que on est le 15 janvier. Alors, hop. Ah, c'est l'autre roman qui me fait trop peur. Educated de Tara Westover. Autant vous dire que Cher Connard et Educated, c'était les deux romans qui me faisaient le plus peur dans ma pile à lire. On commence bien l'année avec deux livres qui me font peur, donc écoutez, au moins je sors des reliques et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous en ferai un retour dans un bilan lecture ou peut-être que je l'inclurai dans un vlog, je ne sais pas du tout pour l'instant. Sur ce, j'ai bien assez parlé, j'espère que ma petite pile à lire vous aura plu.
et que vous avez envie de me voir lire tout ça. Si jamais vous avez lu certains des titres, dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi aussi genre s'il y en a un que vous avez vraiment envie de me voir sortir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, à part peut-être ah si, commentez, likez, partagez, abonnez-vous si ça vous fait envie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!